Bon, guys, ça fait très longtemps que j'ai beaucoup de demandes pour que je parle d'argent, etc., etc. J'avoue que j'avais la flemme de répondre individuellement, donc on va faire un podcast qui va être très intéressant. Donc voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à côté, hein, ça ne sera pas une vidéo. Donc je vous invite à vous mettre à l'aise et à écouter ce podcast. Ça va durer environ une vingtaine de minutes. J'espère que je vais pas aller plus loin, prendre trop de temps, etc. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on va parler d'argent? Parce que souvent, c'est très, très, très mal compris et tout le monde raconte de n'importe quoi, que ce soit les influenceurs, les animateurs télé, que ce soit les dirigeants de, de l'État, quoi. Donc, ça peut être les ministres ou alors les présidents. Enfin, voilà. Tout le monde raconte un peu tout et n'importe quoi, mais de manière très 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 faussée. Et en fait, le problème, c'est que c'est très dangereux parce que les gens les prennent pour experts et donc font des catastrophes financières. Donc, on va parler des finances personnelles. L'idée aujourd'hui, c'est que j'explique qu'est-ce que c'est l'argent, mais vraiment qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et comment prendre la part de son gâteau. Ok. Enfin, comment prendre sa part du gâteau plutôt. Voilà, j'espère que ça sera intéressant, que vous allez apprendre des choses. Moi, en tout cas, je suis là pour dire la vérité. Je suis pas là pour vendre une formation ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, je suis là pour parler français. Donc, on va commencer par définir ce qu'est l'argent. Et donc, qu'est-ce que c'est l'argent? Bah, souvent, l'argent, c'est mal compris. On considère ça comme une fin, mais au final, c'est juste un outil. Et quand on dit oui, l'argent, c'est juste un outil, mais on n'explique jamais qu'est-ce que c'est cet outil. En fait, cet outil, c'est un indicateur qui permet de mesurer à la fois la valeur que tu apportes dans le monde, ok, et en même temps, c'est un vecteur aussi de liberté. Donc pourquoi? Admettons, tu n'as aucune compétence, tu ne sais pas parler anglais, tu n'as pas de hard skills, voilà, tu n'as pas de compétences techniques dans un sujet en particulier. Tu n'as ni étudié, ni appris à côté ou quoi. Quels sont les postes que tu pourras occuper? Équipier polyvalent. euh, ça va être des postes où tu es très remplaçable. N'importe qui peut faire ton travail. Tu vois. Maintenant, si tu es neurochirurgien, c'est très différent. Des neurochirurgiens, il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les footballeurs sont très bien payés parce que tout le monde ne peut pas prétendre à jouer au Paris Saint-Germain. Vous voyez? C'est la rareté qui fait le prix, que ça soit pour des objets ou pour des humains. Et ça, en fait, il y en a beaucoup qui ont du mal à le comprendre. Des gens qui gagnent très très mal leur vie parce qu'ils font des jobs alimentaires, ils disent que c'est injuste et tout. C'est injuste? Pas vraiment. Si, si, c'est très juste parce que le capitalisme, euh, c'est ça, en fait. C'est ça le capitalisme. Et donc voilà. Donc ça, c'est un outil de mesure de la valeur que tu apportes dans le monde. Voilà. Le second outil, c'est un vecteur de liberté. En fait, l'argent, il faut les voir un petit peu comme des petits points de liberté. Hop, je sais pas, je dis n'importe quoi, je te donne 1 euro. Avec cet euro-là, bon, j'avoue que ça marche pas trop avec 1 euro. Je te donne 10 euros. Ok, je te donne 10 euros. Avec ces 10 euros-là, tu as la liberté de pouvoir ou aller te payer un verre, ou aller, je sais pas, prendre une entrée en boîte de nuit, ou acheter un café. Enfin, un café à 10 euros, je pense que quand même. Mais tu as la liberté je sais pas, louer une trottinette électrique. Je te donne la liberté de faire ce que tu veux pour un budget de 10 euros. Donc c'est un vecteur de liberté. Et du coup, maintenant, si je te dis que je te donne 1 milliard, bah, en fait, tes points de liberté, ben, tu peux faire ce que tu veux, quasiment. Quasiment. Donc, voilà, c'est des outils, et c'est des outils qui servent à ça et à ça. Alors, j'avoue que tout le monde le sait plus ou moins, mais c'est jamais expliqué explicitement. Ok? Donc, comprendre d'abord cette réalité change votre rapport à l'argent et à votre manière de l'obtenir. Parce que si, tout à l'heure, j'en ai vexé quand j'ai dit que bah, si vous n'avez aucune compétence, aucune connaissance, et que voilà, vous êtes
un équipier polyvalent, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à revoir et peut-être des efforts à fournir qui vont faire que vous pourrez prétendre à autre chose. Ok? Donc, voilà. L'argent, je récapitule, comme indicateur des valeurs, il mesure l'échange des services ou des biens, mais également des humains. Et suivant le niveau de rareté, c'est important que je le dise, l'argent comme levier de liberté permet d'accéder à des choix qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, sinon vous êtes un voleur. Voilà, au moins c'est dit. Donc, il faut comprendre la base de l'argent. Ça, c'est le pilier principal. Mais en fait, l'argent ne s'arrête pas à ça. Donc, pour encore comprendre mieux, on va, on va expliquer une chose qui est très très simple, c'est que l'argent ne dort jamais. Il ne dort jamais. De l'argent qui dort, c'est de l'argent qui sert à rien. Ok? Et un billet n'a de la valeur que parce qu'on lui en attribue. Hein. Demain, l'économie, elle s'effondre. Tu peux avoir 20 milliards de billets, tu vas pas pouvoir t'acheter grand-chose. Ok? Mais bon, l'argent ne dort jamais, il circule constamment, changeant de main en main, alimentant les entreprises, les marchés et les investisseurs. Ceux qui comprennent cela savent comment en capter une part de ce flux. Donc, faut voir l'argent un petit peu comme un truc qui est toujours en mouvement, comme un espèce de tourbillon. Et en fait, il y en a qui ont des plus grosses mains que d'autres et qui vont pouvoir, hop, arriver à attraper l'argent comme ça. Et je pense que ça vous image un petit peu le truc, mais l'argent, il est toujours en mouvement. Ok? Pourquoi l'argent est en mouvement? Parce que l'argent, c'est un flux, c'est pas un stock. La richesse ne vient pas de la conservation, mais de la circulation. Ok? C'est-à-dire que l'argent, et c'est là où on va en parler après avec les entreprises, mais vous savez, l'argent finit toujours dans la poche des entreprises. Et je vais vous expliquer, je fais le parallèle avec ça, avec qui détient réellement l'argent. Bah, contrairement à ce qu'on croit, l'argent n'est pas principalement détenu par les particuliers, c'est très faux, mais par les entreprises, les entrepreneurs et les investisseurs. Ok? Les entreprises sont des aimants à capitaux par nature. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que l'entreprise peut créer de la valeur et beaucoup plus qu'individuellement. C'est pour ça que la différence entre un freelance et une entreprise, bah, elle est plus grosse parce qu'il y a, il y a plus de ressources humaines, justement. Mais les entreprises sont des aimants à capitaux parce que l'argent finit toujours par retourner, excusez-moi, dans la poche des entreprises. Et c'est un cycle. Et il faut comprendre ce cycle. Ok? Je vous donne un exemple. Vous travaillez, ok? Vous travaillez, prenons un exemple tout simple, vous travaillez chez Foot Locker. Vous êtes vendeur en magasin, à la fin du mois, vous avez votre salaire, donc vous avez travaillé dans une entreprise pour toucher l'argent de cette même entreprise, et cet argent-là, qu'est-ce que vous allez payer? Vous allez payer votre loyer, ok? Votre loyer est détenu par une société civile immobilière. C'est une entreprise. Vous allez payer vos courses alimentaires. Je sais pas, soit chez Carrefour, soit chez Lidl, peu importe. Lidl, Carrefour, etc. sont des entreprises. Ok? Maintenant, vous allez acheter une glace, vous allez vous manger à un restaurant. C'est des entreprises. Tout est entreprise. C'est-à-dire que le flux d'argent passe d'entreprise entre entreprises. Et ça ne t'arrête jamais. D'entreprise à entreprise, d'entreprise à entreprise. Et à un moment donné, vous dites, bon, moi j'économise. J'économise, voilà, je mets 500 euros de côté par mois. J'économise. Très bien. Et on va parler après d'économiser. Ok? Très bien, tu économises, et je trouve ça très très bien, mais sache que quand tu mets ton argent dans la banque, ok, quand tu économises, tu as deux manières. Soit tu investis dans un de tes business, ou alors tu investis dans la bourse, ou alors tu investis dans l'IMO. Bon, ça peut être par des SIC, mais tu investis, et dans ce cas-là, quand tu investis dans des entreprises, à titre personnel. Si tu le laisses à la banque,
la banque va l'investir dans des entreprises également. C'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il se passe, l'argent finira toujours dans la poche des entreprises. C'est pour ça que les entrepreneurs gardent mieux leur vie parce que justement, ils sont dans la captation de valeur. Et c'est là où on va faire le parallèle avec, tout cela, avec l'entreprise, avec le riche, etc. Faire un petit aparté, et ensuite on va voir comment s'insérer dans le flux de l'argent. C'est ça qui vous intéresse, je le sais. Mais d'abord, voyons pourquoi le riche a tout intérêt à ce que le pauvre reste pauvre, et pourquoi dans une société socialiste comme la France, l'ascenseur social est bloqué. Ça, on va le voir, ce deuxième point, mais très brièvement, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, c'est pas plus intéressant que ça. Mais il faut savoir d'abord que dans un système économique fondé sur la hiérarchie financière, les riches ont un intérêt à maintenir la population en dépendance financière. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que sinon, ça fait plus de concurrence, et ça, c'est pas bon pour les affaires. Et sinon, qui va accepter l'esclavagisme moderne, c'est-à-dire le salariat? Personne. Donc, il y a tout intérêt. Et comment est-ce que la société fait pour créer des pauvres? Voilà, on va toujours t'apprendre à être pauvre, hein, pas à être riche, évidemment. Bah, d'abord, c'est l'absence d'éducation financière. Si, parce qu'on sait que déjà à l'école on n'apprend pas cela, si vos parents ne vous l'apprennent pas, vous êtes obligé de l'apprendre tout seul. Et il y en a qui ne le font pas, qui ne s'intéressent pas à ces sujets. Et donc, ça perpétue la dépendance. Ensuite, le rôle de la consommation de masse. La consommation, c'est ce ça va pas créer les inégalités. Ça va pas créer vraiment un écart entre le riche et le pauvre, la consommation, parce que dans tous les cas, tout le monde consomme. Mais euh, pour accumuler du capital, il faut quand même rester dans une démarche de non-consommation ou de privation. Parce qu'en fait, celui qui claque tout, il n'aura jamais rien. Comme il n'aura jamais rien, il va toujours être dépendant. Et la dette est un outil de contrôle, mais aussi un levier d'enrichissement, si bien utilisé. Vous voyez, la dette, euh, si elle est bien utilisée, elle peut vous faire construire un patrimoine. Si elle est mal utilisée, elle va vous mettre dans la merde et vous créer des fins de mois compliquées. Ok? J'ai voulu faire un petit aparté, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. De toute façon, on va parler vraiment de comment gagner de l'argent et pas pourquoi on est pauvre. Pas forcément le plus intéressant. Et donc, comment aujourd'hui on fait pour s'insérer dans le flux de l'argent, hein? Eh bien, il y a 8 solutions que moi j'ai notées, j'en vois pas forcément d'autres. Après, il y en a forcément des autres, hein, mais je vais parler des plus générales et des plus simples. L'achat-revente, c'est le truc le plus basique, le moins difficile, le plus accessible. Mais et même j'ai envie d'aller plus loin. C'est ceux qui vont me dire oui, mais moi j'ai pas de budget. Vous pouvez faire même de l'intermédiation. Voilà, vous pouvez vous placer en tant qu'intermédiaire. Mais l'achat-revente, ça a été la base de tout business. Acheter bas, revendre avec une marge. Aussi simple que ça. Et tout est basé là-dessus. Tout est basé, pour faire du bénéfice, il faut faire une marge. Voilà. Donc après, à savoir comment vous la faites, ça j'en sais rien. Mais voilà. Et l'achat-revente, c'est un très bon outil pour débuter. Ok. Le deuxième, c'est l'allocation. Ok. Donc vous allez générer des revenus passifs. Ok. Parce que vous allez mettre à disposition des actifs. Et ça peut être tout. Ça peut être, aujourd'hui, il y a des sites qui vous permettent de louer même du matériel de bricolage. Vous avez acheté un actif, et quand on dit actif, souvent on parle d'immobilier, on parle globalement d'immobilier, hein. Mais en fait, il faut que vous vous dites que vous pouvez très bien acheter une voiture un petit peu de collection, qui date un petit peu, vous faites une bonne affaire, et la voiture, en fait, vous la mettez en location. Et en fait, votre voiture qui peut être un passif, voire une charge,
peut très bien devenir une source de revenus. Et donc c'est là où il faut vous demander qu'est-ce que je peux mettre en location et qui peut se transformer en actif. Donc ça, c'est la seconde stratégie. La troisième, c'est les marchés financiers. Et là, ça va être plus investir pour faire fructifier son capital. Mais là, vous n'avez pas le contrôle de vos finances. Voilà, c'est le marché qui a le contrôle. Ou alors faire des opérations, ce qui est plus risqué, mais mais avec une marge plus élevée. Ok. Donc les marchés financiers peuvent être une solution. Ok. Donc vous pouvez opérer dessus. Pour la quatrième, c'est vendre de l'éducation. Ok. Donc vous partez de rien. Ça peut être du coaching, ça peut être de la formation podcast ou vidéo. Ou alors même donner des cours. Hein. Et donc là, pareil, aucun investissement. Vous générez de l'argent grâce à votre savoir. Ok. Vous vendez votre savoir. Ensuite, le cinquième, c'est le divertissement. Et il peut être multiformat. Mais vous allez monétiser de l'attention. Voilà, que ça soit avec des sponsors, grâce à de la musique, à des vidéos marrantes, à des spectacles, à des jeux vidéo. Bon, voilà. C'est vendre de l'attention. Ok. Vous échangez l'attention de vos auditeurs contre une rémunération. Ça, c'est la cinquième solution. La sixième va un petit peu avec la précédente, mais c'est construire une audience et la monétiser. Alors, vous pouvez construire une audience ou grâce à l'éducation ou grâce au divertissement. Hein. Donc, ça se rejoint, mais c'est une source de revenus supplémentaire. Septième, vous vendez de la compétence. Ok. Donc, vous avez une compétence qui est demandée sur le marché. Admettons que vous êtes graphiste, admettons que vous êtes monteur vidéo, admettons que vous êtes dessinateur, admettons que vous êtes ingénieur du son. Vous avez une compétence qui est rare, et du coup on en revient un petit peu au début avec l'employé polyvalent, mais vous avez une compétence qui est rare, et donc vous pouvez monétiser. Et donc là, vous échangez votre argent quand même contre du temps, ou alors vous êtes dans le conseil. Et dans ce cas-là, vous échangez un peu moins votre argent contre du temps, mais ça reste un petit peu la même idée. Ok. Après, compétences monétisables, ça peut très bien être avocat, enfin voilà, c'est assez large. Mais c'est une manière de s'insérer dans le flux de l'argent. Ensuite, la dernière, c'est la mise à disposition des produits ou de services. Donc là, ça revient un petit peu à l'achat-revente, mais pour les services, petite mention particulière, un service peut être quelque chose d'automatisé, mais en tout cas, voilà, ça rejoint un petit peu le premier de l'achat-revente, où vous créez, distribuez des biens et des services contre rémunération. Chapitre 6. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un peu le sommaire d'un livre, et j'en parle un petit peu, mais l'idée c'est d'en faire une vidéo qui reprend tout, et de toute façon, le livre sortira quand il sortira, je ne me presse pas plus que ça. Contrairement à ce qu'on croit, la dette peut être un effet de levier puissant lorsqu'elle est utilisée intelligemment. Excusez-moi, comme je disais tout à l'heure, si vous endettez pour investir dans un actif qui vous générera des revenus passifs, c'est plus efficace que d'épargner. Et ça, on en parlera aussi à la fin, et on va parler de pourquoi économiser est une erreur. Alors, pas que c'est une erreur fondamentalement, il faut aussi le faire, mais c'est pas en épargnant qu'on s'enrichit. Voilà. L'effet de levier de la dette peut transformer un capital négatif en une richesse. Et là, vous allez me dire, mais comment? Demain, vous trouvez une entreprise qui a des dettes, elle a plein de dettes, vous allez voir un banquier, vous dites, moi je sais, j'ai parlé avec les fournisseurs, ils épongent les dettes au moins sur 1 an et demi. Ensuite, moi j'ai trouvé ci, ça qu'on pourra implémenter et faire plus de revenus et réduire les coûts de 30% grâce à ci, ça. Vous obtenez votre financement, vous êtes endetté pour cette société, mais si tout se passe bien, vous avez transformé un capital négatif en richesse grâce à la dette.
Donc, on va voir concrètement un cas d'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat, c'est la meilleure chose? Parce qu'en fait, elle récapitule les 8 entre guillemets clés pour s'insérer dans le flux de l'argent, mais surtout parce qu'il n'y a que comme ça qu'on est dans la captation de valeur ou la création de valeur. Ok. Et donc, pour ce faire, on va voir vraiment comment en 10 jours, j'ai pas dit en un mois, juste en 10 jours, on lance un projet et on voit est-ce qu'il peut nous rapporter de l'argent. Parce que ce qui est le plus important, c'est pas qu'il rapporte, c'est est-ce que c'est possible qu'il en rapporte. Donc du moment où on voit des résultats, même à petite échelle, on peut scaler par la suite, mais on sait qu'il y a un résultat et on sait que l'argent sera là. Ok. L'argent en entrepreneuriat, c'est le résultat de beaucoup de paramétrages. On en revient un petit peu sur le gâteau. En fait, vous allez refaire un gâteau, peut-être que il va pas être très bon, et donc pour une raison aussi bête, vous n'avez pas mis assez de levure. Bon, bah vous recommencez, vous mettez un peu plus de levure. Ou alors vous avez mis un peu trop d'huile. Bon, bah c'est pas grave, vous recommencez, voilà. Mais l'importance, c'est d'abord que le gâteau il soit mangeable, et ensuite vous le perfectionnez par la suite. Le but, c'est pas d'avoir un méchant gâteau dès le début. Ok. Donc, pour le début, pour lancer un projet, on va utiliser ce qu'on appelle le MVP, Minimal Viable Project. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu la V1, voire la V05 de votre projet. Pour qu'il fonctionne, il soit fonctionnel, mais c'est tout en fait. On va pas chercher plus. Juste que ça fonctionne, qu'on soit en capacité de vendre notre produit et notre service, c'est tout. Et donc, pour cela, on va utiliser la loi de Pareto, les 80-20. Les 20% qui amènent les 80% de résultats. Donc, on va se concentrer sur ce qui génère le plus d'impact en premier. Ensuite, il y a 2 métriques clés à maîtriser en entrepreneuriat. C'est le taux d'acquisition et le taux de conversion. Le taux d'acquisition, c'est combien de personnes vont avoir un intérêt pour votre produit et vont le manifester et que vous allez le savoir. Et ensuite, le taux de conversion, c'est comment transformer ces personnes qui ont un intérêt en clients. Comment faire en fait pour qu'ils mettent la carte bleue. Et donc, il faut structurer ça rapidement parce que le temps, c'est aussi un des piliers de l'argent. Ok. Tout le monde dit oui, l'argent n'achète jamais le temps, machin, machin, machin. Il n'y a rien de plus puissant que le temps. Et l'argent qu'on génère, le succès, la mesure de la richesse par l'argent se mesure uniquement avec le temps. Je vais vous donner un exemple. Vous gagnez 10 000 euros par jour. Vous êtes extrêmement riche. Vous les gagnez par mois, vous êtes riche. Vous les gagnez par an, vous êtes pauvre. Vous voyez, c'est uniquement ça, ok. Donc, la vitesse d'exécution, c'est la clé du succès. Parce que plus vous êtes rapide dans l'exécution, plus l'argent peut rapidement aller dans votre poche et plus vous avez également de chances de réussir. Donc, un temps limité, c'est important. Un temps limité impose des deadlines, ce qui pousse aussi à l'action. Parce que si je vous dis, bon, tu as 2 ans pour lancer un petit business de dropshipping, tu vas rien foutre. Tu vas rien foutre. Voilà, on le sait, voilà. Je te dis, je te laisse 2 jours. En 2 jours, tu auras fait 80% du taf. Tu auras déjà ton MVP. Tu vois. Et en fait, comme tu vas avoir une deadline très courte, tu vas savoir vraiment quoi faire, te concentrer et être très rapide dans ton exécution. Ouais, tu vois, pendant que l'autre, il aura mis en fait 2 ans à le faire, toi, tu l'auras fait en 2 jours. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, tu t'es mis une deadline très très courte. Et ça pousse à passer à l'action et ça vous oblige à vous concentrer sur les tâches essentielles. Il y en a beaucoup qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est faire des designs sur Canva et ensuite créer un compte Snap, Instagram et dire voilà, je fais ci, je fais ça. C'est sympa, mais pas bien longtemps. Concentre-toi sur comment vendre, ok? Et comment aussi avoir un bon taux de rétention, c'est important. Ensuite, vous allez également surpasser la concurrence grâce aussi à une rapidité d'exécution.
Et donc, ce qu'on va retenir de tout ça, c'est que l'argent ne se génère que de deux manières. Il n'y a pas trois autres manières, il n'y en a que deux. Ok? La première manière, c'est par la vente. Vous échangez une valeur directe contre de l'argent. Ou même indirect, mais voilà. Valeur contre argent. Vente. Vente égale valeur contre argent. Et c'est une des deux uniques sources de revenus. La deuxième, c'est par la rente. Vous générez des revenus passifs via des actifs. Ok. Il n'y a que ces deux choses-là. Je vais vous donner en bonus deux choses qui sont très importantes. Comme on parlait tout à l'heure de MVP, d'entrepreneuriat, de rapidité d'exécution, faut quand même comprendre que l'argent, c'est pas un hasard, mais c'est quand même hasardeux. Et si vous voulez, l'argent, c'est la conséquence directe d'un ensemble de facteurs et d'actions effectuées ou non effectuées. C'est pour ça qu'on dit que l'argent se cache dans les détails. Parce que pour gagner de l'argent, il faut connaître tous les facteurs qui influencent sa génération. Identifier précisément les actions à effectuer par facteur, élaborer une feuille de route qui regroupe tous ces facteurs et les transformer en objectifs journaliers avec des deadlines courtes. Et également, il faudra toujours à l'avenir tester et backtester pour obtenir la meilleure configuration pour pouvoir scaler. C'est-à-dire minimiser vos actions tout en maximisant les profits. Peut-être que vous n'avez pas forcément compris, mais ce que je veux dire, c'est que demain, vous ouvrez un Fnac. Il va falloir trouver l'emplacement. Il va falloir trouver qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre carte. Trouver votre direction artistique. Et tout ce mélange de facteurs va faire que votre Fnac va marcher ou votre Fnac ne va pas marcher. Vous voyez? C'est pareil pour une vente de formation en ligne. Il y a le tunnel de vente. Et en fait, on pourra toujours l'optimiser pour qu'il convertisse un maximum. Il y a, comment faire? Ben, t'as pas le choix, tu es obligé de tester, tu es obligé de mettre de la pub, payer. Ok, là tu vois que pour 100 euros investis, tu arrives à convertir 3 clients, enfin 3 sur 300 personnes qui voient ton truc, tu arrives à en convertir 3. Tu te dis, c'est pas dégueulasse, ok, qu'est-ce que je peux faire pour que je convertisse 5? Et après, tu vois, tu essayes d'améliorer ici ou ça. Et ensuite, voilà, c'est ça. Et en fait, l'argent se cache dans les détails. Ensuite, je vais expliquer pourquoi économiser, c'est une erreur. Et on va parler aussi de salariat par la suite. Économiser, souvent, ça revient à faire des compromis et vivre dans la frustration. Personne n'a envie de ça. Et donc, il est préférable d'apprendre à générer plus d'argent que d'apprendre à moins en utiliser. Même si, je suis d'accord, tout argent ne mérite pas dépense. Hein. Mais l'épargne, c'est un piège mental pour vous faire croire à une accumulation de gains qui en réalité est complètement faussée. Vous allez gagner 2000 euros par mois. Vous allez payer un loyer à 800. Vous allez payer votre voiture, l'assurance et l'essence pour un total de 3 à 400 euros par mois. Il y a déjà 1400 qui sont partis. Vous avez des enfants, vous êtes obligé de leur payer des sorties, des machins. En fait, vous n'allez pas mettre beaucoup de côté. Et pensez qu'en mettant 500 euros par mois, tous les mois pendant une décennie, va vous permettre d'aller très loin, c'est oublier les potentiels aléas de la vie, comme, je sais pas, une personne de votre famille qui est malade, comme un accident de voiture, comme tout simplement un problème, vous faites un accident, vous renversez quelqu'un, vous payez toute votre vie. Il peut avoir ces aléas-là. Et donc, économiser, c'est pas forcément la bonne stratégie. Il y a l'inflation, il y a beaucoup. Il est plus intéressant de créer de la valeur. Ok? Ensuite, parce qu'en fait, en étant salarié, vous n'êtes jamais dans le flux d'argent. Vous n'êtes jamais dans la captation. Vous êtes passif et vous regardez les montagnes d'argent s'accumuler à côté de vous. Quand votre entreprise dit ah, trop cool, ce mois-ci, on a fait plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires. On ne vous dit pas le bénéfice parce que sinon vous allez commencer à péter du durite, vous allez demander des documentations de partout. Mais franchement,
Vous pensez vraiment que vous allez toucher quelque chose? Non, vous êtes juste passif. Ça me fera toujours rire les mecs qui travaillent dans les banques, qui voient des centaines de milliers d'euros tous les jours passer devant leur nez et qui en gagnent 4000. Vous voyez? Et donc, le salariat ne permet pas de capter de l'argent. Pas beaucoup. Et même si vous avez une compétence très bien payée, même si vous êtes bon dans ce que vous faites, vous ne serez jamais rémunéré à votre vraie valeur. Donc moi, j'ai mis, j'ai mis... Allez, tout ce que je viens de dire là, ça vous a pris une demi-heure. Vous avez perdu une demi-heure de votre vie. Mais en fait, c'est un investissement. Vous avez investi du temps pour comprendre les mécanismes de l'argent et ensuite en faire. Ce podcast, je vous conseille de l'écouter quand même de temps en temps pour vous rafraîchir la mémoire. Mais le plus important, ce n'est pas juste d'écouter ce podcast, mais c'est plutôt de savoir qu'est-ce que vous allez faire après avoir entendu tout ce que j'ai dit. Bis.